Juste, alors, j'ai la tâche de présenter les résultats, mais qui est en fait un travail collaboratif qui a été mené aussi avec Tanguy Châtel et Mélissa Petit, qui interviendront, je pense, en vue de ma présentation, pour préciser un certain nombre de choses. C'est une enquête qu'on a menée en 2 temps, et l'idée était simple, c'était de mieux comprendre le niveau de connaissance et d'attente des Français par rapport à cette question, et au passage aussi, mesurer l'acceptabilité qu'il pouvait y avoir par rapport à des solutions. D'une certaine façon, c'est une étude qu'on pourrait quasiment qualifier d'intérêt général, au sens où l'intérêt général, c'est la résultante des forces sociales. Donc derrière, ce que l'on a mis en avant, pour démontrer, c'est d'une certaine façon la quantification, à un moment donné, dans l'opinion, la façon dont elle se représente les choses, et comment finalement aujourd'hui elle considère qu'il y a des scénarios finaux qui seront respectueux de l'intérêt général, et d'autres qui éventuellement le seront moins. Après, c'est une question de point de vue, hein. Donc dans les conclusions qu'on dresse, on se garde bien, je préviens en avance, de dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Simplement, on est un reflet de ce qu'aujourd'hui les personnes envisagent et ont contenu. Donc ce préalable étant posé, on a mené donc cette démarche en 2 temps plus 1. Un premier temps qui était un temps d'analyse qualitative, dans lequel on a mené des focus group de façon assez classique, qui nous a permis d'explorer en fait les dimensions du sujet, de mesurer le niveau de connaissance des personnes, et derrière de pouvoir préparer un questionnaire qu'on a soumis dans une phase quantitative avec l'institut sondage Odoxa auprès d'un échantillon représentatif de Français, ce qui nous a permis d'aboutir à l'analyse que vous avez entre les mains et que je vais essayer de vous présenter maintenant. Alors, ce qui ressort, le premier point qui ressort des focus group, sans surprise, c'est finalement le niveau de méconnaissance très élevé, alors même qu'on parle depuis un moment de ces questions, qu'il peut y avoir dans des focus group qui, néanmoins, concernent des gens qui sont soit professionnellement concernés, je pense que c'est des professionnels de santé et de l'accompagnement, soit des gens qui sont personnellement concernés, puisque finalement proches de la retraite ou déjà à la retraite. Donc on a finalement une sensibilité au sujet qui est peu marquée, peu dominée par la situation où on se situe. C'est-à-dire qu'on peut être professionnel, on peut être bientôt à la retraite, on peut être en EHPAD, et néanmoins, et en établissement, et néanmoins ne rien connaître au sujet. Ça, c'est le premier point. Et ce qui amène, deuxième aspect, c'est que si vous ne connaissez rien au sujet, c'est effectivement très difficile de pouvoir développer des solutions et avoir une vision à long terme du sujet. En revanche, là où c'était intéressant, c'est que comme les personnes ne connaissaient rien au sujet, qu'on avait évidemment prévu le truc, on a essayé d'envisager un matériel pédagogique simple, je ne le présenterai pas ici, mais qui permet en quelques slides de pouvoir faire comprendre. Et là, ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on a, à travers cette étude aussi, essayé de développer une espèce de présentation assez simple, des choses qui permettent, on l'a vu dans les focus group, de faire en sorte que les gens comprennent. Et quand ils comprennent, c'est là, finalement, comme disait ma grand-mère, que ça commence à sentir le caramel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour eux, ils commencent à se... Il y a plusieurs types de situations. Il y a un effet de sidération, d'évident, quand on commence à à voir que finalement, le montant global de la dépendance, c'est la moitié du budget de l'éducation nationale. Là, les gens se disent, tiens, il se passe quand même quelque chose. Et par ailleurs, ça amène, de la part des personnes, des comportements et des positions de vie. Alors, voilà, on a quelques alternatives. Je ne soupçonnais pas que l'augmentation du nombre de personnes en perte d'autonomie allait être si importante, si rapide. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Je n'ai aucune idée des différentes manières de financer le système. Pour prendre conscience de la gravité du sujet, un effort de pédagogie au niveau national s'impose. Donc voilà, globalement, on est dans le flou, on présente, on a des gens qui comprennent l'étendue du problème et qui, à un moment donné, envisagent plusieurs façons de le résoudre et qui est quand même étroitement guidée par la représentation qu'ils ont du monde, notamment dans une phase qui est celle du Covid, et de fait, les solutions qu'ils proposent, les orientations qu'ils proposent, sont majoritairement dominées par 3 grands types de positions. C'est intéressant parce que ces 3 grands types de positions, on va les retrouver dans les scénarios, dans les leviers qu'on vous propose au final. Il y a un premier type de position qui est, on va dire, l'école cornucopienne. Ces cornucopiens, c'est les gens qui croient à la forme de l'abondance. C'est-à-dire, finalement, on a un nombre de personnes dans ces focus group, et on le verra au final chez les Français, qui pensent que le problème auquel on est confronté va être majoritairement réglé par la question de la technologie. C'est-à-dire, finalement, on est dans une espèce de croissance infinie, et que de toute façon, on arrivera bien à trouver des solutions, soit par la technologie, soit par le financement.
Donc c'est des gens qui sont plutôt dans un mode expansif. On est dans l'expansion et la croissance. On a, à l'inverse, des gens qui sont dans un registre qui est plutôt celui de la résilience. C'est-à-dire des gens qui se disent la fête est finie, ou elle va être finie, et qu'à un moment donné, il va falloir qu'on engage un certain nombre d'efforts. Ce qui est un phénomène aujourd'hui montant d'ailleurs dans la société, hein, même s'il reste, à mon avis pour l'instant, sur des pouillèmes, mais le phénomène de résilience, on a des gens qui, par rapport à ça, vont donc aller vers des solutions qui sont des solutions plus dures et qui sont des solutions de type qui appellent à des formes de renoncement un peu différents. Et puis, on a au milieu une position de gens qu'on a qualifiés de shifters ou de switchers, ouais, les deux sont possibles, qui sont des gens qui se disent finalement, toute cette question-là, c'est plutôt, pour régler la question du financement de la dépendance, eh bien, il va s'agir de faire switcher des financements. Et alors, par exemple, je pense qu'on a vu, je ne sais pas si on a gardé celui-là, mais nous avons cette phrase qui nous a beaucoup fait rire, qui est sortie en groupe, en disant, pour régler le problème du financement, il suffit de ne plus construire 3 Charles Leclerc chaque année, et on aura réglé le problème. Vous voyez, ça c'est typiquement une réponse de shifter. Je rajouterai juste que la question du reste à charge des familles est quand même une question qui est une question relativement prégnante dans l'ensemble des groupes. Troisième élément qui sort, et je suis obligé d'accélérer parce que je vois Édouard qui me regarde d'un air navré, en disant que ça va devenir très long. Mais ce qui ressort des focus group, c'est qu'en fait, la question de la dépendance, comme la question de la santé, c'est vécu vraiment comme un lieu qui est le lieu d'exercice de justice sociale. C'est-à-dire finalement, on doit faire très attention et de façon la plus, non pas égalitaire, mais la plus fine possible, à la façon qu'on aura de prendre les choses. Donc on est vraiment sur un registre de santé, et on a 3 principes qui se dégagent et qui peuvent se compléter. C'est-à-dire quand vous demandez aux gens vers quoi est-ce qu'il faudrait aller, vous avez un premier principe, qui est celui de la solidarité. Je le rappelle, est quand même celui sur lequel est construit notre modèle social, qui est que les mêmes droits sont pour tous, mais avec une participation plus importante des plus aisés. Principe de solidarité assez classique, et qui finalement apparaît rapidement. Il y a un deuxième principe, qui est un principe d'égalité, c'est-à-dire finalement de dire qu'on a tous le même type de cotisation, le même type de contribution, et on a tous le même type de droits. Que l'on soit riche, pauvre, vieux, jeune, etc. Et troisième principe qui apparaît, qui est le principe de proportionnalité, où finalement les droits sont proportionnels au montant de la contribution apportée par chacun. Je vois des yeux qui se hissent, c'est la seule chose que je peux voir à travers les masques, mais effectivement, il est revenu de façon, non pas importante, mais assez récurrente dans les groupes, et ça nous a permis derrière de pouvoir tester aussi ses positions par rapport au sujet. Et on en arrive, donc voilà, pareil, il y a du verbatim, tous les acteurs de la société doivent contribuer dans un effort national, il faut garantir un minimum digne, mais permettre aussi des prestations différenciées. La famille, et on va le voir, doit aussi se mobiliser, finalement il y a une responsabilisation des familles, et est-ce que cela ne pourrait pas être pensé au niveau européen? C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui envisagent une résolution européenne du problème, que l'on n'a pas testé, hein, parce que ça paraissait quand même pour le moins anecdotique, mais néanmoins c'est assez ressorti. Ça c'était la phase qualitative, j'espère que je n'ai perdu personne, puisque là on va rentrer vraiment dans un détail plus forcené en termes de chiffres, où on a les résultats de l'étude quantitative qui était menée par l'Institut Odoxa auprès d'un panel représentatif de Français. Là, on a testé plusieurs choses que je vous présente assez rapidement. Le premier, c'est comment est-ce que les Français, au-delà des groupes qu'on a évoqués, perçoivent la question de la perte d'autonomie liée au grand âge. Et de façon tout à fait importante, ils nous disent que pour eux, c'est une question de société importante. Ça, c'est sans surprise, ils en ont entendu parler, mais vous aurez noté quand même qu'il y a un décrochage entre le fait que pour les Français, c'est une société, 92% vous disent que c'est une question de société importante, et néanmoins un niveau de méconnaissance très fort qu'il peut y avoir sur le sujet. Ce qui indique quand même une certaine forme d'ambivalence. Et ils considèrent que cette question n'est pas bien anticipée en fonction de l'augmentation du nombre des personnes âgées et qu'elle est aujourd'hui insuffisamment financée par les politiques publiques. Donc ce que l'on constate en fait, c'est que c'est un sujet important, mais néanmoins, pour les Français, il n'est pas à ce jour réglé par une réponse à la hauteur en termes politiques. Ça, c'est le premier point qui semble intéressant. Donc quand on parle du financement de la dépendance, finalement, on est en train de parler d'un sujet qui est un sujet d'actualité. On ne tombe pas à côté, on
en termes de calendrier mental. Alors, ce qui peut expliquer aussi qu'on considère que c'est une question importante au point de la société, c'est que quand on parle de la perte d'autonomie, majoritairement, à hauteur de 85%, les gens évoquent de la crainte. C'est-à-dire qu'ils craignent eux-mêmes de se retrouver, pour eux-mêmes ou pour leurs proches, dans une situation qui sera une situation où ils rencontreraient des difficultés de financement dans la perte d'autonomie. Donc c'est un problème important, mais il est quand même très attaché finalement à un environnement proche ou à un environnement individuel. Ce qui peut expliquer d'ailleurs, quand vous les testez sur les politiques publiques dans le domaine notamment de politique sociale et de santé, ce qui peut expliquer le haut niveau qu'on peut trouver sur la question de financement de la perte d'autonomie du haut grand âge, qui apparaît. Alors on a testé 7 critères, on aurait pu en tester 10, 15, il y a juste un moment, on a testé 7 indicateurs de politique sociale et de santé. Il apparaît en 4e position, derrière le financement de l'hôpital public, la lutte contre la pauvreté et la précarité, la lutte contre les déserts médicaux, mais il est au même niveau, voire un peu au-delà, des questions de lutte contre le cancer, de prise en charge du handicap, de lutte contre les maladies rares, de soutien au développement numérique de santé. Et on voit bien que l'attachement que la personne a à sa propre personne ou à ses proches a une influence décisive. C'est-à-dire d'une certaine façon, la lutte contre le cancer ou la prise en charge du handicap, pour les gens qui ne sont pas concernés, on peut considérer que finalement, ils considèrent que leur propre personne est plus importante qu'un tiers qu'ils ne connaissent pas trop. Ce qui, mine de rien, est un peu ce qu'on retrouve d'ailleurs, s'agissant, on abordera de toute façon ce sujet, sur la question des aidants. C'est-à-dire que quand vous interrogez les gens, est-ce que pour vous on en fait suffisamment pour les aidants, majoritairement, les gens trouvent qu'on n'en fait pas assez, parce qu'ils se considèrent comme possiblement aidants. Alors qu'on peut ne pas se considérer comme possiblement maladie de cancer ou possiblement demain, prise en charge de handicap. Ensuite, vous vous souvenez, je vous ai parlé des 3 principes, on a testé les 3 principes qui étaient les principes d'approche et comment est-ce que les gens vivaient finalement une réponse qui serait une réponse acceptable. Les 3 principes recueillent des niveaux extrêmement différents. Sans surprise, là encore, mais avec une surprise quant aux chiffres, on a 46% des personnes qui pensent qu'il faut régler le problème du financement par un principe de solidarité. 46%, c'est à la fois beaucoup, mais on peut aussi considérer que c'est possiblement faible pour un modèle social qui est construit sur la solidarité. Alors est-ce que ce modèle vacille ou ne vacille pas? On n'a pas forcément d'études comparatives, donc c'est difficile. Mais en tout cas, on voit que ça vient battre en brèche une idée reçue qui est que la solidarité fonctionne. Le deuxième principe qui apparaît, c'est le principe d'égalité. Celui-là est d'une certaine façon le plus surprenant dans ce champ-là, c'est-à-dire que vous avez 36% des personnes qui sont d'accord pour que chacun cotise le même montant et les mêmes droits. Et là où c'est encore plus étonnant, c'est qu'en fait, vous avez un système qui est d'abord un... Non, c'est pas étonnant d'ailleurs, c'est les revenus les plus élevés qui militent pour cette solution. Et enfin, apparaît plus ou moins timidement le principe de proportionnalité, puisque 17% des Français estiment qu'il est normal que plus on cotise, plus on reçoit. Pour faire extrêmement court. C'est ça le principe de proportionnalité. Donc on a là 3 approches de la question qu'on a ensuite testées à l'aune d'une deuxième grille. Vous vous souvenez, cornucopien, résilient, shifter. On a essayé de voir un peu comment est-ce que les gens se représentaient la résolution du problème. Et bien, de façon extrêmement importante et très élevée, demain, ce qu'il faut privilégier pour financer le financement de la perte d'autonomie, à 43%, c'est d'investir dans le progrès scientifique, l'invention de nouvelles solutions techniques ou sociales. Ce qui est une espèce de promesse du lendemain, mais néanmoins celle à laquelle les gens sont attachés. 28% pensent qu'il faut réorienter vers d'autres dépenses, 22% qu'il faut diminuer les coûts en réduisant les prestations, ce qui est beaucoup, je pense que c'est un chiffre important, et 6% seulement, ou 6%, je dis seulement, mais après c'est une façon de regarder les choses, sont d'accord pour augmenter les impôts et taxes, augmenter les budgets alloués à la perte d'autonomie. Voilà. Donc vous voyez, on est quand même sur un registre où c'est plutôt la science, plutôt la contrainte, plutôt
le switch de dépenses publiques qui apparaît comme ça spontanément, plutôt comme une des pistes de résolution. Et quand vous testez les personnes, sur des propositions, on a testé, pour chacune des propositions suivantes visant à financer l'augmentation des dépenses liées à la perte d'autonomie, dites-nous si vous êtes tout à fait favorable, opposé ou tout à fait opposé à ces mesures, qui sont donc des mesures qui financent l'augmentation des dépenses. Pour financer l'augmentation des dépenses, les 4 premières choses qui apparaissent comme étant plutôt favorables, c'est-à-dire qui sont au-dessus de la barre des 50%, c'est offrir la possibilité de contracter volontairement une assurance dépendance, isolée ou inclus dans les contrats de santé. Donc la possibilité de contraction volontaire d'assurance. Créer une taxe longévité sur le chiffre d'affaires des entreprises, qui était une des propositions qui était issue du groupe, sachant qu'elle est modélisante, c'est-à-dire que là on évoque la question des entreprises, on peut très bien inventer, en fait l'idée c'est est-ce qu'on est d'accord pour créer des nouvelles taxes sur de nouveaux acteurs, ou des acteurs qui actuellement ne contribuent pas de la même façon. Troisième possibilité, c'est troisième proposition, c'est rendre obligatoire les contrats de prévoyance individuelle tout au long de la vie active. Et là, on est un peu dans un modèle, un peu comme quand on travaille, qui est celui finalement de la mutuelle. C'est-à-dire quand on travaille, on a l'obligation d'avoir une mutuelle. Quand on conduit sa voiture, on a l'obligation d'avoir un permis de conduire. On est dans cette logique-là. Et ensuite, prélever certaines catégories, aisés, actifs, retraités. Là-dessus, l'imagination ne manque pas, entreprises polluantes, tout ce qu'on peut imaginer, qui là encore est une solution qui apparaît comme acceptable pour la population. Toutes les autres qu'on a testées, à savoir financer soi-même sa dépendance sur son patrimoine, obtient 45%. Donc on est là quasiment, on va dire, possiblement à la marge d'erreur qui est de 2,5, mais on a une petite majorité contre. Retenir une part sur chaque dépense de santé remboursée, créer une deuxième journée de solidarité comme la Pentecôte, augmenter les impôts progressifs sur la situation de contribuables, reculer l'âge de départ à la retraite pour augmenter la durée des cotisations sociales, augmenter les taxes à taux fixe pour tous. Donc c'est-à-dire finalement être dans un État qui va venir ponctionner, c'est des solutions qui sont aujourd'hui majoritairement rejetées. Ça ne veut pas dire que demain il ne faudra pas les mettre en place, mais il faut simplement prendre en compte du fait qu'elles sont aujourd'hui majoritairement rejetées. Donc ça c'était l'augmentation des dépenses. J'accélère. Ensuite, on s'est intéressé, puisque vous vous souvenez, soit on travaille sur le financement de la dépense, soit on réduit la dépense, ou on essaye de réduire la dépense. Donc on a testé un certain nombre de solutions auprès des Français pour réduire les coûts liés à la perte d'autonomie et pour voir s'ils y étaient favorables. La première chose auquel ils sont favorables, c'est d'installer le remboursement dégressif des soins liés à la perte d'autonomie en fonction de ses revenus. Plus on est aisé, moins on est remboursé. Qui est une forme, finalement, derrière de solidarité, mais inversée. Plus on est aisé, moins on est remboursé, 64%. À 63%, on est d'accord pour donner accès à des prestations low cost ou domicile, ou dans les établissements. L'idée du low cost se traduisant par une taille de chambre, de restauration, d'animation, donc finalement un service qui est un service plus réduit. Je vois que... C'est l'EasyJet, d'une certaine façon, de la prestation. Mais c'est intéressant de la tester parce que ça permet aussi de voir dans quelle prédisposition d'esprit sont les personnes. Ensuite, 53% pensent qu'on peut remplacer certaines tâches humaines par la technologie, avec des outils digitaux, des machines intelligentes. Alors, certains, visiblement, n'ont pas été visiter le Japon. Et enfin, faire davantage porter les actes d'aide à domicile sur les familles ou les bénévoles, on est à 53%. Là, finalement, pour les familles, la menace se rapproche. Et elle se rapproche d'autant plus que quand on les interroge, 75% des Français se déclarent prêts à s'occuper quotidiennement d'un de leurs proches en situation de perte d'autonomie. Ce qui est assez conséquent en termes d'engagement potentiel, il est tout à fait important. Et par ailleurs, un nombre assez important quand même, puisqu'on est quasiment sur la moitié de la population, déclare être prêt à s'engager régulièrement ou bénévolement pour s'occuper d'autres personnes en situation d'autonomie. C'est-à-dire que c'est assez raccord aussi par rapport à une situation qu'on envisage comme étant une situation qui vient impliquer l'ensemble de la société. Donc finalement, on a derrière cette question-là des Français qui, à titre individuel, se retrouvent dans une position où ils sont prêts à s'engager. Alors après, c'est comment est-ce qu'on transforme ce prêt en réalité, ça c'est cette propension-là en réalité, c'est une autre question.
nous passons au troisième aspect, c'est qu'une fois que je vous ai livré les aspects qualitatifs, quantitatifs, nous on a essayé de travailler une analyse pour aboutir à 4 leviers, qui sont 4 leviers permettant de voir qu'est-ce qui sera acceptable dans le cadre des scénarios futurs. Donc, ils reposent sur quelques aspects. Le premier, c'est qu'on voit qu'on a une réforme de fond qui est fortement attendue par les Français. Ça, c'est clair. Un sujet important, divorce avec l'opinion, divorce entre les politiques et les Français sur ce sujet, puisqu'ils estiment que les politiques n'ont pas suffisamment pris en charge les choses. Une question qui est mal connue et qui est essentiellement appréhendée de façon émotionnelle, puisqu'on dit que c'est important et que qu'en fait on en fait une forme forme non optionnelle finalement de sujet, puisqu'on va un jour ou l'autre demain devenir dépendant. Et enfin, on note que les conditions pour changer le modèle actuel de la prise en charge de la perte d'autonomie sont réunies. Ensuite, elles sont réunies. Ensuite, c'est la nature du changement qu'il faut effectivement regarder. Ce qui nous a amené à déterminer 4 leviers d'action possibles à moyen terme et un à plus long terme, c'est-à-dire dont les effets pourraient se voir à plus long terme, dans le cadre d'une réforme. Et ces 4 modèles, ils s'articulent autour de 2 axes. Il y a un premier axe qui est l'axe du raisonnement, c'est-à-dire soit on raisonne par la ressource, c'est-à-dire finalement on va essayer de trouver des ressources supplémentaires pour financer. Soit il va, et c'est là où vous allez retrouver l'école cornucopienne. Là, vous allez être plutôt dans l'école résilient, puisqu'on va s'intéresser à que pourrait-on faire pour optimiser la dépense. Et ensuite, un deuxième axe qui est plus on va faire porter collectivement l'effort de la réforme, plus on va le faire porter individuellement, cet effort. Voilà, une matrice assez simple et qui amène finalement à 4 types de leviers d'action. Le premier levier d'action, assez simple, si vous jouez collectif et que vous allez travailler sur la ressource, il s'agit d'ajuster le modèle de financement classique. C'est-à-dire, d'une certaine façon, de donner la priorité à l'anticipation par la prévoyance et l'assurance. Donc derrière, dans le cadre de contrats soit obligatoires, soit laissés libres. C'est diversifier les sources de prélèvement, c'est-à-dire d'envisager des contributions d'un certain nombre de catégories de population. Vous vous souvenez, les gens sont prêts pour qu'on aille taxer d'autres catégories, ou avoir des nouveaux modes de contribution, tels qu'une taxe longévité pour les entreprises, comme il existe par exemple le 1% formation. Le 1% patronat et le 1% formation, ça n'a été dit dans les groupes, on pourrait très bien imaginer que c'est le 1% longévité. Et enfin, qui est au sein de ces nouvelles ressources, une priorisation des dépenses de l'État, c'est-à-dire qu'on fasse des switches au sein des budgets et que les fameux 3 Charles Leclerc, on puisse les mettre finalement sur la taxe de la dépendance. Ce premier levier, donc, c'est un ajustement du modèle de financement classique. Le deuxième levier, où là on va plutôt aller vers la dépense, c'est de l'évolution de la prise en charge de la perte d'autonomie pour optimiser la dépense globale. Là, on risque de rentrer dans une version un peu plus dure, mais néanmoins respectueuse des personnes, qui peut passer par une diminution du taux de couverture sous certaines conditions. Après, le champ est très vaste. On a des modèles qui sont des modèles qui ne sont pas forcément des modèles à suivre, mais qui sont des modèles tels que le modèle anglais, par exemple, sur un certain nombre de soins qui sont plus remboursés passé un certain âge ou un certain niveau de santé. Mais on a aussi derrière le fait que il faut aussi écouter un peu les besoins aujourd'hui des personnes, peut-être pour réaliser des agrégats dans les établissements, les services, pour faire en sorte d'optimiser au maximum la dépense. Donc ensuite, c'est d'optimiser les coûts, ajuster les prestations de soins. Je ne reviens pas sur l'idée de... Alors derrière le côté low cost qui fait très dégradé, en fait, on peut aussi imaginer des services à la carte. Et puis enfin, coordonner les parcours, notamment dans l'aide à domicile, pour éviter les hospitalisations ou réhospitalisations. Un des besoins qui sort des focus group, et qui en plus ne vient pas que des professionnels, mais aussi viennent des personnes, c'est que vraisemblablement, dans la chaîne d'aide, au domicile, il y a un certain nombre de gestes qui ne sont pas faits, parce qu'on n'a pas la formation, parce qu'on n'en a pas le temps, et qui amènent à des hospitalisations, réhospitalisations en urgence, qui coûtent très cher. Donc il y a sans doute un travail important à faire là-dessus, dans l'optimisation de la dépense. Et ensuite, on a 2 autres leviers, c'est la création, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a appelé ça comme ça, ce qui existait au temps des télécommunications, c'était le service universel. Vous vous souvenez, vous aviez droit à l'abonnement si vous vouliez plus,
l'abonnement téléphonique qui coûtait finalement le même pour tous, et si vous vouliez plus de services, plus de bouquets, bah, vous payez plus. Voilà. Et la garantie de l'État, elle était sur le fait d'avoir un minimum de services. Bah là, l'idée, c'est un peu pareil, hein, c'est de dire on va définir un panier de soins garanti qui est lissé dans le temps et garanti par l'État, minimal, donc on va être plutôt sur de l'égalité, sur un principe d'égalité, et puis chacun, via des financements individuels, soit par des produits d'assurance de prévoyance ou par son propre patrimoine, se retrouve en capacité d'enrichir ce panier. Donc qui est une version finalement plus douce de l'évolution de la prise en charge pour optimiser la dépense globale, et en même temps qui va faire appel à un acteur qui est un acteur plus individuel. Et enfin, le quatrième levier, qui est l'accroissement, qui est un levier d'accroissement de l'engagement personnel. Et là, ça veut dire simplement qu'il va falloir favoriser les conditions d'une prise en charge familiale, c'est-à-dire derrière permettre à des familles de pouvoir, à un moment donné, accueillir chez elles, soit parce qu'on va les former pour ça, soit parce qu'à un moment donné, on va les aider financièrement, que sais-je, là-dessus, c'est très compliqué de pouvoir envisager ça, mais on sait qu'aujourd'hui, on a une opinion qui est capable d'accepter le fait que les familles puissent aujourd'hui prendre plus en charge les choses. L'accroissement personnel, il va aussi passer par la mobilisation du patrimoine des familles, c'est-à-dire des gens qui disent finalement le patrimoine, on peut l'utiliser, et il n'y a plus d'héritage, enfin en tout cas on n'est plus sur une logique forcément qui est une logique de transmission, mais qui est plutôt sur une logique de consommation au moment où le problème se pose, ce qui derrière signifie quand même que pour les plus fragiles, les plus précaires, les moins aisés, vraisemblablement ça peut passer par des incitations de l'État à constituer le patrimoine, peut-être qu'il y a une aide qui est possible à envisager. Et puis enfin, il y a le fort développement des solidarités de proximité. Et derrière les solidarités de proximité, c'est comment mieux utiliser par exemple le levier du voisinage. Il y a peut-être des choses à faire et à imaginer dans ce domaine-là, le levier amical. Donc c'est comment travailler sur l'accroissement de l'engagement personnel au maximum dans le cadre du financement de la perte d'autonomie. Et enfin, donc voilà nos quatre leviers qui évidemment ne suffisent pas à eux seuls à pouvoir résoudre toute la question. Vous comprenez qu'on est vraiment sur des approches qui sont des approches combinées. Et pour compléter ces approches combinées, on a un dernier levier qui est un levier transverse, qui est d'ailleurs même une proposition, qui est de penser la perte d'autonomie comme un investissement à long terme. C'est-à-dire non plus être dans une logique qui est une logique purement réactive par rapport à un problème qui est posé, mais penser la perte d'autonomie comme un investissement. Et si ça devient une politique d'investissement, vous voyez par exemple le plan de relance qui a été mis n'aborde pas la question de l'autonomie. Or les Français sont quand même 43% à penser que c'est l'investissement dans la recherche, dans le progrès, dans l'innovation qui va permettre de sortir de cette situation. Le gros avantage de penser ça comme un investissement, c'est que d'une part, finalement, on montre et on explicite le fait que c'est une priorité nationale. Le deuxième avantage, il est plus politique, il peut être présenté comme une contrepartie d'efforts qu'on demande par ailleurs. C'est-à-dire finalement dans une sorte d'abondement où on dit aux Français, vous faites des efforts, mais l'État lui-même fait des efforts. Vous voyez, on est doublement vertueux par rapport à cette situation. Et il est par ailleurs plutôt intéressant aussi à penser, puisque vous avez bien compris qu'à travers la question du financement, qui était un peu aride, du financement de la perte d'autonomie, en fait, derrière cette question, on n'a pas seulement un enjeu technique, on a, parce que ça convoque l'émotion, parce que ça convoque les liens familiaux, on a un enjeu qui est un enjeu beaucoup plus vaste, et qui est finalement un enjeu de société, et que les modèles, enfin les leviers qui sont présentés là, suivant le mix, parce que de toute façon il y aura un mix qu'il faudra faire, suivant le mix qu'on retiendra, et bien chacun de ces mix dira quelque chose de la façon dont on envisage non pas seulement la question de la dépendance, mais bien la question de la société à venir.